Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JED Talks, le podcast de la Grande École du Droit. Je m'appelle Alban Pajot et aujourd'hui je vous invite à rencontrer Dimitri Nitchoun. Ancien étudiant de la Grande École du Droit, il a confirmé son attrait pour le droit des affaires en effectuant le Master 1 de droit des affaires de la Sorbonne et le Master 2 droit et économie d'Assas. Poursuivant son cursus tourné vers l'économie, il décide de passer le concours des grandes écoles pour faire un master au sein d'une école de commerce, et pas des moindres puisqu'il est pris à l'ESSEC. Aujourd'hui, Dimitri exerce le métier qui lui plaît tant, celui de Venture Capital Analyst, qui mêle finance et innovation sur fond de start-up qui développent des blockchains et des crypto-monnaies. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Dimitri. Ouais, salut Alban, ravi d'être ici. Merci à toi d'avoir accepté de nous partager ton expérience dans ce podcast. Tu es un ancien de la Grande École du Droit, donc de la JED, de la promotion 2015-2017. Est-ce que tu pourrais aussi nous présenter ton parcours et ce que tu fais actuellement ? Ouais, tout à fait. Écoute, moi avant de faire la GED, j'ai fait 2 ans de première année de médecine. J'ai failli réussir, mais j'ai quand même bien raté. Et je me suis dit que ça avait du sens après de faire du droit parce que je travaillais dans la bibliothèque de Jean Monnet Asso. Et je me suis redirigé assez naturellement. Donc première année, j'ai plutôt bien géré, ce qui m'a permis de rejoindre la GED ensuite en L2. J'ai fait ensuite un Master 1 à la Sorbonne, Master 2 à Assas en droit des affaires et économie. Pas mal de stages en cabinet d'avocat. Ensuite, j'ai voulu faire un stage à contre-courant en start-up en Master 2 que j'ai vraiment adoré dans le domaine de la blockchain. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, donc l'ESSEC, pendant 2 ans, et j'ai fait des stages en venture capital. Donc concrètement, c'est un métier d'investisseur en start-up et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui en crypto-monnaie. Ok, génial. Donc je te propose de revenir un peu plus chronologiquement et plus en détail sur ton parcours. Donc on va commencer par tes années JED, si tu veux bien. Comment est-ce que tu as connu la JED ? Tu l'as connue en travaillant à la bibliothèque ou pendant ta L1 ? Ouais, alors je l'ai connu pendant ma L1. Je savais qu'il y avait un cursus assez sympa où tu pouvais avoir des cours en anglais et qui était aussi plutôt bien vu pour obtenir des bons Master 1, Master 2 et donc obtenir des bons cabinets d'avocats derrière. J'avais discuté avec plusieurs personnes de la GED avant d'y rentrer et je me suis fait ami avec quelqu'un qui aujourd'hui est justement l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Erwan, où il était également en L1 en div B comme moi et on cherchait à rentrer à la GED avec Adrien Eng également. Et donc, ça s'est fait assez naturellement au final. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton processus de candidature, comme tu étais un passerelle ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, alors c'était un recrutement assez classique, lettre de motivation. Il fallait avoir des bons résultats, donc moi j'avais eu de la chance en L1 de les avoir, donc ça c'était plutôt cool. Ouais. Donc un oral classique avec des questions classiques. Est-ce que tu t'étais engagée dans la vie associative au cours de tes années à la JED ? J'avais tenté d'être dans le pôle associatif, de l'idée le pôle associatif, mais en bon perdant, j'ai perdu les élections contre Adèle Rollin. Adèle, j'espère que tu écoutes ça, mais t'inquiète, je m'y suis remis. Et non, écoute, en vrai, j'essayais un peu d'être un couteau suisse en quelque sorte, d'être là quand on avait besoin de moi. Après, je mettais aussi pas mal la priorité sur les études, parce que j'étais un grand angoissé d'obtenir des bons Master 1 et des bons Master 2. Donc, ouais, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Justement, comme tu parles des études, comment est-ce que tu organises tes journées entre travail et vie associative ? En fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. Quand tu es étudiant, tu as tendance un peu, je trouve, à te dire, à telle heure, je révise mon TD, à telle heure, je consacre mon temps à la vie associative, à telle heure, je révise mes partiels, à telle heure, je révise mon interro. Et en fait, je pense qu'il faut être un peu plus flex dans le sens où, quand tu es dans une asso, t'as forcément des choses que t'as pas anticipées qui arrivent en plein milieu de ta journée que t'avais pas prévues. Quand tu révises un TD, je sais pas, si c'est une disserte, c'est plus long qu'un commentaire d'arrêt. Il y a un commentaire d'arrêt sur lequel tu peux plus galérer, donc passer 2-3 heures. Donc ouais, peut-être, si je peux donner un conseil, c'est être un peu flex, quoi. Toujours se dire, voilà, je fais ça en tel nombre de temps, pas se stresser là-dessus, quoi. Ouais. Mais tu conseillerais quand même de s'impliquer dans la EGED ou pas ? Ouais, bien sûr. Déjà, ça vous fait des super souvenirs pour plus tard. 2, ça vous permet d'avoir un meilleur dossier. Et 3, c'est des expériences, en fait, c'est bête, hein, mais c'est le début du management, en fait, la vie associative. Et le management, tu le retrouves de manière hyper centrée dans les cabinets d'avocats dans lesquels vous allez travailler plus tard. Donc, c'est toujours prendre de l'avance, en fait, sur les autres en faisant de la vie associative, même si ça paraît très bullshit ce que je te raconte. C'est vrai, quoi. Et selon toi, est-ce qu'il y a des événements à la JED qu'il faut vraiment pas manquer ?
Ouais, toutes les soirées étudiantes, franchement, c'est des super souvenirs. J'ai toujours adoré les soirées, c'est là que tu as tes meilleurs souvenirs et quand tu quittes la GED et que tu es dans la vie pro, quand tu t'en souviens avec tes potes, tu te marres bien. Du coup, si on revenait un peu sur les cours, est-ce que tu pourrais me dire la classe qui t'a le plus plu au cours de tes années GED et pourquoi? L2, c'était un peu la découverte, il y avait pas mal de droits administratifs et ça, c'était pas une bonne découverte pour le coup. Mais en L3, ouais, c'était vraiment sympa, il y avait des cours très différents, c'était un peu plus du droit privé, moi c'est ce que je préférais. C'était un droit qui était plus terre à terre, je me souviens, tu avais du RGO en contrat, du droit du travail, voilà, c'était des droits qui étaient appliqués vraiment à la pratique, donc des choses qui se passent dans la vraie vie, des contrats, etc. Donc je me sentais plus à l'aise à la fois dans les matières et ça m'intéressait plus. Est-ce que ça t'a éclairé pour ton orientation future ou pas du tout? Ouais, au niveau des matières, bah écoute, droit des sociétés, moi je trouvais ça vraiment pas mal parce que c'était un peu business. Moi j'ai toujours été attiré par la vie économique de manière globale, tant macro que micro. Et c'était ce qui se rapprochait du plus près en tout cas de l'économie, quoi. Donc j'étais très intéressé par le droit des sociétés et aussi le RGO, bah, comme je te l'ai dit, puisque justement ça avait des liens avec les contrats. Il y avait un cours aussi de droit des contrats spéciaux, si je me souviens bien, qui était vraiment, vraiment pas mal. Ça permettait de bien rentrer dans le vif du sujet, bien comprendre les différents types d'acteurs dans les contrats. Et ouais, moi, ça m'a clairement orienté vers le choix de faire un master en droit des affaires après. Comment est-ce que tu définirais ta charge de travail au final, pour les 2 années? Donc sur les 2 années, sur la deuxième année, franchement, elle fait assez mal. Elle fait assez mal. J'ai révisé plusieurs fois très tard le soir ou en me réveillant très tôt le matin à 5 heures en prenant 2-3 thés pour arriver avec toutes les connaissances requises pour essayer d'avoir 15, sachant que la plupart du temps j'avais 12, donc j'étais un peu frustré, mais ça c'est un autre sujet. Et en L3, en fait, ce qui était plus dur, c'est que c'était le même rythme de travail, mais les matières étaient plus compliquées, plus difficiles à appréhender, et les cours étaient plus denses en termes de nombre de pages. Ouais. Les TD étaient plus complexes aussi à réaliser, ça prenait donc plus de temps. Et ouais, la L3, c'était vraiment dur. Enfin, je me souviens d'une fois où l'ensemble de notre classe, dans notre groupe de potes, on avait dormi, je crois, 2 heures et on s'était tous réveillés en même temps pour se dire, bah voilà, on va taffer, super. Voilà un peu l'ambiance. Génial. C'était vraiment dur. Mais je suis content de l'avoir fait parce qu'au final, c'est comme un marathon, tu reposes tes limites. Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner pour réussir à gérer toute cette pression? Je vais peut-être faire un peu papa sur les bords, mais bien manger, voilà, je sais pas, prendre du poisson pour avoir des bons oméga 3. Tu vois, mais c'est bête, hein, de prendre du chocolat pour booster le cerveau, mais il y a plein d'études qui ont été faites où, en gros, ton intestin, il y a un nerf qui le relie au cerveau, il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague, et ça te permet d'être beaucoup plus efficace, en fait, quand tu manges bien, et donc aussi de faire du sport, parce que faire du sport, ça permet d'évacuer la pression, et je ne saurais mieux dire qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. L'année universitaire, c'est assez intense, comme tu l'as dit, mais au final, elle est assez courte parce qu'on a 3 à 4 mois de vacances d'été. Est-ce que tu as eu l'occasion, à ces moments-là, de faire un stage pendant que tu étais à la GED? Bon, en fait, moi, ce que je recommande, c'est de se prendre 1 mois après les partiels pour bien décompresser et bien se relâcher parce que c'est des années qui sont pas faciles quand même. Et enchaîner direct sur un stage, ça risque de mettre KO de chez KO, quoi. Ouais. Surtout si vous faites des stages en cabinet anglo-saxon, vous finissez à 2 heures du mat. Donc là, je vous le souhaite pas, mais bon, il faut faire des choix des fois. Et ouais, moi je recommande carrément parce qu'en fait, quand vous allez arriver en Master 2, même pour vos LLM, plus vous avez de stages, plus c'est apprécié parce que c'est pas forcément ce que vous allez apprendre dedans, parce que dans des stages d'1 mois, c'est toujours compliqué d'apprendre beaucoup de choses. Mais c'est plus, en fait, ça marque votre motivation et votre détermination à apprendre le métier et à vouloir faire le métier d'avocat, donc c'est forcément bien perçu. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'en faire un? Ouais, alors moi j'ai fait 3 stages en cabinet. Donc le premier c'était en L2, c'était chez Alliance Avocat, c'était à Nice. Très très sympa, 30 degrés, je me suis éclaté, c'est sympa, j'ai fait la loi Badinter de mémoire. Donc c'est des trucs que j'aimais bien. Non, vraiment c'était cool. Après j'ai fait un stage en L3 chez Law Innovation où franchement là j'avais eu de la chance aussi parce que j'avais été mis sur des jeux de conclusion et je co-rédigeais les jeux de conclusion avec des avocats, donc j'étais plutôt bien pour un niveau L3 en termes de tâches effectuées. Et dernier stage chez Herbert Smith, donc ça c'était en Master 1. J'étais dans le pôle Banking and Finance.
où mon rôle c'était de vérifier tous les contrats de financement de SPV qui sont des fonds de société particulières. J'ai pas mal appris là-bas aussi et c'est là-bas que j'ai découvert un peu le monde de la blockchain en faisant de la veille juridique sur les ICO, donc vu que c'est en lien avec mon métier actuellement. Ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a le plus impacté? Le premier, peut-être parce que t'as découvert le monde, ou alors le monde du droit, je veux dire, ou le dernier parce que c'était plutôt ce dans quoi tu t'es orienté après? C'est définitivement le dernier, clairement. Ça m'a vraiment servi pour la suite et ça a été le facteur déclencheur en fait de toute ma suite professionnelle. Voilà, j'ai adoré travailler sur la blockchain, je trouvais ça hyper innovant, hyper sympa, ça changeait un peu de la théorie du droit et des autres pratiques du droit que j'avais vues en cabinet. J'ai tout de suite adoré, ça a tout de suite matché et ça a été décisif pour la suite, puisque j'ai fait un stage en startup, puis après en VC où je travaille maintenant, quoi. Donc, ok. Voilà. Donc pour toi, c'est quoi le meilleur apprentissage que tu as tiré de cette formation à la GED, de tes stages? Déjà, parler anglais. Ça, c'est hyper utile dans le monde professionnel. Franchement, moi, je parle anglais tous les jours. Donc, c'est hyper important de savoir parler anglais. Et moi, je me rendais pas compte à l'époque. Moi, je me disais, bon, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Mais c'est pas game changer non plus. Mais si, c'est game changer et c'est une compétence vraiment qui, aujourd'hui, en tout cas, et pour avoir des bons cabinets, je parle, hein, c'est quasi obligatoire, quoi. Et après, ouais, résistance en termes de capacité de travail. Ça, forcément, par rapport à d'autres gens, bon, je dis pas qu'ils travaillent pas dans les filières classiques, ça tape dur aussi. Mais comme il y a plus de charges, il y a plus de résistance au final dans la vie professionnelle et ça peut être utile dans des moments de rush. Et oui, enfin, la vie associative, comme je le disais juste avant, t'apporte des compétences de management qui sont super utiles pour plus tard. Ça te permet d'apprendre à t'exprimer en public, ce qui est vraiment pas facile au début. Pour tout le monde, hein, même ceux qui arrivent bien, ils sont quand même stressés. Et donc, en fait, t'apprends à te déstresser petit à petit et ouais, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait un peu couteau suisse, quoi. Exactement, ouais, tu deviens un couteau suisse. Donc, pour finir sur la GED, est-ce que tu pourrais décrire tes années GED en 1 ou 2 mots pour chacune de tes années? Ok, alors L2, je dirais découverte. Découverte pourquoi? Parce que nouvelle team d'amis, nouveau type de TD, parce que tu as toujours les mêmes personnes avec toi en TD, et ça en L1, c'était complètement différent. J'avais des personnes que je connaissais pas dans chaque type de TD. Des cours en anglais aussi, en droit. C'était un système juridique que je connaissais absolument pas. Je venais d'explorer le droit civil en L1, mais le common law, j'en avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Et après, pour la L3, je dirais pugnacité. Parce que vraiment, je me souviens de la charge de travail hors norme, j'insiste, qui était vraiment hyper élevée, avec des coups de stress pas possibles. Et en plus de ça, moi, bon, j'ai pas eu ça, mais t'avais toutes les personnes qui candidataient dans les LLM qui devaient passer les process, etc. Donc ça rajoutait une stack supplémentaire de stress. Et ouais, j'avais vraiment tout donné cette année. J'ai fini l'année, j'étais complètement KO. Justement, comme tu as parlé du LLM, toi, t'en as pas fait. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi et si tu penses que ça t'aurait aidé d'en avoir fait un ou pas? Alors en fait, moi, dès la L3, j'avais déjà pour idée de faire des écoles de commerce, plus ou moins. C'était quelque chose que je voulais tenter et je voulais pas prendre le risque, en fait, d'avoir plusieurs prêts. Donc un prêt de LLM plus un prêt d'école de commerce parce que déjà l'école de commerce, c'est assez cher, mais si tu rajoutes le LLM, c'est limite 2 fois plus cher. Et si tu vas aux États-Unis, bah, c'est 50 000 de fees, je crois, pour les écoles et pour les universités. Et moi, c'était un peu États-Unis ou rien dans le mindset. Donc, j'ai préféré pas partir et faire un master en France. Au final, tu vois, pour les écoles de commerce, en soi, t'es pas forcément obligé d'aller aux États-Unis. Tu peux aller par exemple à Londres, tu payes moins cher et tu fais une école de co derrière si t'as envie de la faire. Finalement, j'aurais peut-être dû partir à Londres en y réfléchissant, mais voilà, no regrets. C'est la fin de la première partie de ce Jet Talks sur le portrait de Dimitri, ancien étudiant de la Grande École du Droit. Vous pouvez contacter Dimitri sur LinkedIn en recherchant Dimitri Nitchoun ou encore sur Twitter @0xdims.et. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à nous contacter par mail à association.jed@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter le site internet de notre formation, grandeécoledudroit.com, ou encore nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de ce portrait. À bientôt!